Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au public et un bonsoir chaleureux à vous qui nous accompagnez tout au long de cette émission et la bande que j'ai le bonheur de retrouver avec la journaliste Nathalie Lesage. Salut Nathalie, qui vient du Québec, Lauriane Mélière qui est storytelleuse, qui fait le lien entre le passé et notre présent grâce à l'art, le rédacteur en chef du magazine indispensable Beaux-Arts, Fabrice Bousteau, notre enquêtrice de choc, Margot Bétou. Salut les amis, et au piano, en toute liberté, la star de Madame Arthur, Charlie Voudou. Salut Charlie. Et c'est parti, nous allons accueillir tout de suite notre première invitée. Elle a été ministre de la Culture entre 2020 et 2022. On la sait passionnée d'art lyrique, mais vous allez voir que pas seulement. Ce soir, on va découvrir tous les artistes qui ont façonné sa vie et la place qu'elle imagine pour l'art dans la vie de la cité, dans notre vie à tous. Roselyne Bachelot est dans la Grande Galerie francophone. Bonsoir, bonjour Roselyne. Voilà. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission consacrée à l'art. Une émission entièrement consacrée à l'art. Enfin. Et nous sommes heureux d'être avec vous ce soir justement pour parler d'art. La première question rituelle, qu'est-ce que l'art occupe comme place dans votre vie, Roselyne Bachelot ? Une place totale. Total. Je suis quelqu'un qui sort tous les soirs pour un théâtre, un opéra, un concert, une expo, et qui est absolument irrigué par l'art et la culture. Je regrette de ne l'être pas plus par l'art. Je ne suis pas une créatrice, je suis plutôt une cultureuse, c'est-à-dire quelqu'un qui consomme de l'art. Une cultureuse. Oui. Et vous avez aussi agi, vous avez été une actrice majeure dans le monde de l'art et de la culture, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois, qu'une œuvre d'art vous a ému ? C'est la musique. C'est la musique ? C'est la musique, absolument. C'est d'avoir, quelle œuvre, quel compositeur, d'avoir quel écouté âge, du Mozart, le choc esthétique absolu. Et Mozart, à 3 ans et demi, au piano familial, je joue J'ai du bon tabac, les variations composées par Mozart. Je ne savais pas que je deviendrais ministre de la Santé. On est toujours rattrapé par ses fautes. C'est vrai. Charlie, ça t'inspire, Mozart ? Oui, mais alors on va faire un mélange Mozart et opéra, parce que pour moi, Roselyne, c'est aussi l'opéra. Et voilà. Merci, Charlie. On a vu votre immense sourire. On a envie de vous demander finalement, quelle place est-ce que l'art doit occuper dans nos vies ? Parce que vous avez parlé de votre vie, mais quand on a été ministre de la Culture, on se dit que l'art doit avoir une place dans la vie de tout le monde, de tous les jours. Mais quelle place ? L'art, c'est une invitation à se dépasser. Et puis, l'art, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est de la jouissance, qui ne peut jamais vous être refusée. Jouissance ? Mais il faut. Mais quasiment physiquement ? Oui, bien sûr. La musique, quand on l'écoute sur un CD, c'est bien, c'est une entrée en matière. Mais quand on l'écoute dans une salle, il y a une vibration. Vous savez, moi, j'organise des concerts pour des personnes atteintes d'Alzheimer. Oui. J'ai une association qui fait cela. Eh bien, quand un vrai chanteur, vient donner un air, et en particulier un air d'opéra, il y a la lumière qui se rallume dans les yeux des personnes pour qui j'ai organisé ces concerts. Et ça, c'est quelque chose absolument extraordinaire. Amanda Lear, la semaine dernière, à votre place, nous disait que ça pouvait même procurer quelque chose comme un orgasme, l'art. Vous iriez jusque-là ? Avec tout le respect que je dois à votre... Je suis passé à côté. Hein. Mais en tout cas, de la jouissance. Il n'est pas trop tard, Zut alors, vraiment. Vous vous êtes fixé une règle, Roselyne Bachelot. Quand vous allez dans un musée, vous ne regardez que 5 œuvres. Vous limitez votre visite à 5 œuvres d'art. Pourquoi cette règle ?
Parce que je suis absolument effarée devant ces personnes qui déambulent dans un musée, dans une exposition, comme s'ils étaient sur un quai de métro, alors qu'une œuvre... On ne retient rien quand on ne retient rien. En voit trop. Il faut à un moment s'installer, s'asseoir, regarder l'œuvre, la voir évoluer selon les angles où on la regarde. Moi, je peux rester 1 heure devant un Roscoe ou devant un Caravage. Une heure. Problème. Ah oui, absolument. Tu la comprends cette règle, Fabrice ? Je la comprends, mais malheureusement, je la vis pas parce que moi, je suis critique d'art, donc je dois aller voir une exposition. Donc je les vois. Il faut que je regarde toutes les œuvres et je me fasse un petit peu mon jugement en ayant regardé toutes les œuvres. Donc en fait, je le fais vite et après. Je sélectionne effectivement 3-4 œuvres que je trouve extraordinaires et là, je me mets devant et je médite. Quand vous parliez 1 heure devant un Rothko, je pense qu'il faut quasiment méditer quand on est face à une œuvre. Lauriane ? C'est drôle parce que vous parlez de 5 œuvres. Il y a certaines personnes qui disent qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être sinon trop changé par les œuvres que vous auriez vues dans une exposition, que ça vous chamboulerait trop ? Mais l'acte de culture, l'acte de consommation d'un art prend du temps. C'est pas que j'ai peur, je ne crois pas avoir peur d'être changé par toutes ces œuvres, mais je veux les regarder. Comment vous faites dans une foire d'art contemporain, par exemple, c'est la semaine de Art Basel à Paris, c'est là, la profusion elle est telle. Comment on prend du plaisir dans une foire, pour vous ? Il faut que je fasse un aveu. Oui. Je vois en général dans des conditions très favorables les choses. Et... Ça, c'est quand on a été ministre de la Culture. Voilà. C'est vrai que non, mais une confidence rare, très très rare sont les personnes au monde à pouvoir regarder la Joconde seule. Et vous en faites partie, Roselyne Bachelot. On va beaucoup mieux quand on avoue les choses, quand on avoue ses fautes. Alors, c'est vrai que vous êtes une passionnée, notamment une passionnée d'art lyrique, et vous avez passé beaucoup de temps à transmettre d'ailleurs cette passion, notamment sur France Musique. On s'en souvient, Nathalie ? Oui, en effet, une passionnée d'art lyrique et d'opéra, et probablement que le mot est faible. Vous êtes tellement passionnée que vous avez consacré votre temps, votre cœur à l'écriture d'une œuvre autour de ce grand amour que vous avez pour le compositeur italien Giuseppe Verdi. Donc, je ne sais pas si mon accent est approprié. Il est parfait. Ça, c'est pas mal. J'aimerais vous faire écouter un son. C'est du Verdi, ça ? C'est du Verdi et c'est extrait de l'opéra Einstein on the Beach du compositeur américain Philip Glass. Voilà, souvent considéré comme un monstre sacré de la musique contemporaine. Or, et je trouve ça très cocasse, vous avez admis, vous êtes ennuyé à l'écriture, à l'écoute de ce morceau. Donc, j'ai une question pour vous, ça reste entre nous. Est-ce qu'il faut parfois se forcer pour apprécier la culture? Il faut parfois se dire qu'il y a une démarche progressive. Et moi, je remercie les gens qui m'ont initié à la culture d'avoir compris cela. Si vous décidez d'emmener pour la première fois un amateur, quelqu'un qui souhaite découvrir l'opéra, je ne sais pas moi, La Femme sans ombre, le gars il a envie de vous tuer quand il sort de la salle évidemment. Mais il faut donc avoir cette démarche progressive. Moi j'ai commencé par une décennie verdienne, puis une décennie mozartienne, puis une décennie wagnérienne, et toutes ces choses absolument délicieuses ne se sont pas remplacées les unes les autres, elles se sont superposées. Et elles ont rythmé votre vie, Lauriane. Mais alors, Verdi, Mozart, Wagner, est-ce qu'il y a aussi des artistes contemporains qui vous inspirent ? La génération d'aujourd'hui, Zao de Sagazan, Juliette Armanet ? Alors moi, je suis une fan absolue de Zao de Sagazan. D'ailleurs, j'ai consacré à Zao de Sagazan ma dernière chronique, vendredi dernier, sur France Musique, qui est une artiste absolument merveilleuse. C'est un ami qui m'a offert son album, La Symphonie des éclairs, qui va d'ailleurs sortir en version symphonique, La Symphonie des éclairs Orchestral Odyssey, pour prononcer le titre exact, avec l'orchestre de l'Opéra National de Lyon. Et vraiment, La Symphonie des éclairs ou Aspiration. La Symphonie des éclairs, justement, Roselyne Bachelot. Tu nous mets quelques notes en tête, Charlie ? Ça ressemble un peu à du Mozart, le début. Hein. Oh, mais c'est... Il fait
toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Merci Charlie. C'est magnifique, évidemment, et ça fait partie du renouvellement de cette jeune scène musicale française. J'ai écouté avec réticence, je me suis dit c'est encore un truc qui a été inventé par l'industrie du streaming, et je tombe en amour avec cette fille qui mélange piano-voix, électro-pop. Immense artiste. Ah, mais c'est une artiste absolument gigantesque et c'est une belle personne. Et ça forme un paysage qui est extrêmement touchant. En plus, elle est de Saint-Nazaire. Et dans cette ville qui est à la fois portuaire, industrielle, profondément ouvrière, elle dit une chose dans une atmosphère pluvieuse et venteuse qui rend tellement l'identité de cette région, je suis extrêmement touché par Zao de Sagazan. Il y a un mot que vous employez, c'est celui de transcendance. En général, on l'emploie quand on est prof de philo, quand on prépare le bac, ou alors quand on pense à la religion. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous, ce mot de transcendance, quand on l'applique à l'art ? La transcendance, c'est d'abord, quand on l'applique à l'art, la réalisation d'un projet personnel, disruptif, profondément identitaire de votre propre raison d'être. C'est existentiel, c'est quelque chose qui vous transporte, vous êtes vous et en même temps vous êtes meilleur que vous. Et dans la culture, c'est-à-dire dans cet acte... C'est magnifique comme définition, vous êtes vous et vous êtes meilleur que vous. Oui. Merci. Non, vraiment. Je le pense sincèrement. Quand vous êtes un consommateur d'art, que vous êtes donc un cultureux ou une cultureuse comme moi, l'art aussi vous permet quelque part de devenir meilleur. Meilleur non seulement parce que vous avez le sentiment que vous êtes mieux que vous-même, mais aussi parce que vous pouvez communiquer avec d'autres. Vous êtes dans une salle, vous avez toutes sortes de nationalités et il y a un gars de LFI qui peut avoir la même sensation et la même émotion qu'un type du Rassemblement national. Quoi d'autre que la musique ne peut donner cela ? Margot, on parlait de transcendance et justement, tu en parlais toi là, il y a quelques jours en évoquant Soulage, mais ça s'applique aussi à d'autres formes d'art beaucoup plus anciennes. Oui, je crois. Mais Roselyne, vous avez un lien assez particulier avec les grottes de Lascaux. Vous avez inauguré. Je les ai visitées, les vraies. Vous les avez visitées, oui, bien sûr. On ne peut plus d'ailleurs aujourd'hui voir les vraies. C'est une reproduction. Et Soulage, lui, était fou de cet art pariétal. Hein. C'est vraiment l'art des parois. Il aimait l'obscurité et il disait qu'il se sentait presque plus proche des lions de la grotte de Chauvet que de la Joconde. Et il considérait les peintres préhistoriques comme des frères. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Roselyne ? Alors d'abord, le choc esthétique absolu quand on visite les grottes de Lascaux. J'ai eu la chance, il y a déjà pas mal d'années, de les visiter les vrais, même si la reproduction est extrêmement... extraordinaire. Est vraiment et le extraordinaire. musée qui l'accompagne et la muséographie est éblouissante. Mais on a l'impression presque de participer à un culte chamanique quand on visite les grottes de Lascaux. Mais c'était le cas, puisque en fait, on a souvent considéré les grottes de Lascaux en pensant que les gens y habitaient. Pas du tout. C'était des lieux de célébration, un temple, de rituel, au point qu'on a découvert il y a 10 ans, on vit une époque absolument formidable, puisque avec la science et l'intelligence artificielle, on continue à découvrir notre passé. On a découvert que les plus belles fresques de Lascaux, elles étaient exactement aux endroits où l'acoustique était la plus parfaite. Donc on peignait pour que l'acoustique, à l'endroit où l'acoustique était la meilleure, où la musique puisse résonner, où les arts puissent se rassembler. On va passer donc de Lascaux à l'actualité artistique de la semaine. Les 3 actus essentiels, c'est signé Karim Rarbage. Des peintures en 3D, des rêves animés et une superstar. Que s'est-il passé cette semaine dans le grand monde de l'art ? C'est la petite galerie. Et on commence avec le faux lolo. Aujourd'hui, on suit le compte All That Is She, alias Dominique Davis, une Instagrammeuse britannique ultra créative qui met en scène ses rêves dans des vidéos d'une douceur folle.
La technique utilisée, c'est évidemment le stop motion, cette magie de l'image par image qui donne vie à son décor, mais le twist, c'est cette caméra zénitale vue du dessus qui transforme tout en univers 2D façon jeu vidéo de plateforme. Très cool, et le plus mimes dans tout ça, c'est qu'elle le fait en famille avec son compagnon et ses 2 filles. Trop mimi. Suivez All That Is She, c'est notre fololo de la semaine. Et on continue avec l'Incruste. Aujourd'hui, direction la Bourse de commerce de Paris pour une cérémonie hors du temps. Pause. Qu'est-ce que ce monsieur fabrique avec ce gros caillou ? Contexte. Alors ce monsieur, c'est Lee Ufan. Lee Ufan, une légende vivante de l'art minimaliste coréen, philosophe, peintre, sculpteur. Il a passé sa vie à explorer le rapport entre l'homme et la nature. Une légende. Et aujourd'hui, on a la chance de se taper l'Incruste pour sa fameuse cérémonie de la pierre. Le principe, laisser tomber une grosse pierre sur une plaque de verre pour la fissurer en large et en travers et ainsi créer une œuvre unique. Le choc de 2 états d'une même matière, de la pure poésie. Alors, Lee Ufan, il avait déjà réalisé cette œuvre, par exemple au Guggenheim. Sauf que voilà, c'était il y a 14 ans. Aujourd'hui, il en a 88 et avec un gros caillou comme ça, il pourrait juste se flinguer le dos. Alors il a fait venir un transpalette comme à Castorama et après quelques minutes d'install, Ils sont un petit neuf. c'est good, tout est en place, l'œuvre peut voir le jour. Attention aux éclats de verre. Yes, bon, ça résiste un peu, ça arrive même aux légendes, faut juste réessayer. Bon, clairement, il n'y a pas assez de hauteur, hein, on le voit tous. On marche d'un coup. Mais finalement, après quelques tentatives et un petit coup de pouce du destin, la plaque finit par céder et la pièce se révèle sous nos yeux. Résultat, une création unique et un moment plein de poésie qu'on n'oubliera pas. Et on termine avec la dinguerie du jour, un artiste français qui s'amuse avec l'espace urbain. Salut, je m'appelle Pierrot Scaf. Son truc, pimper la ville à grands coups de bombes de peinture pour créer des œuvres massives très pop avec ce fameux effet 3D chelou où on a l'impression que les œuvres sortent des murs. Une dinguerie, mais pour que l'effet fonctionne, il faut être pile dans le bon axe, sinon ça ressemble à pas grand chose. Et comme on comprend rien à sa technique, on l'a directement contacté pour qu'il nous explique comment il fait. Pour m'aider à faire ce côté 3D, j'utilise des repères pour avoir au moins les bonnes proportions. Et après, à l'ancienne, je mets mon trépied, mon téléphone et je fais des allers-retours entre ma peinture, enfin mon mur, et l'appareil photo. Merci et bravo Scaf. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim, c'était la petite galerie. Roselyne, on va explorer vos goûts, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, mais ça va nous permettre de dessiner le tableau de votre vie. Et pour ça, je vous propose de jouer à Tu préfères ? Et je précise que tout est en lien avec votre vie. Alors Roselyne Bachelot, tu préfères une randonnée dans la campagne angevine ou un dîner romantique à Paris ? Un dîner romantique à Paris, ça. Le palais des festivals de Bayreuth ou le théâtre de l'Archevêché à Aix-en-Provence ? Française d'abord, l'Archevêché à Aix. Un tabouret de piano, c'est un instrument que vous avez commencé à jouer dès l'âge de 3 ans et demi, ou une blouse de pharmacienne puisque vous avez exercé ce métier ? Ma blouse de pharmacienne, parce que c'est mon métier, mon vrai métier, qui m'a donné la liberté de mes prises de position. Et quand on commence ses études à 30 ans, comme je les ai commencées, c'est pour moi un patrimoine irréfragable. Le ténor Jonas Kaufmann ou la chanteuse Zao de Sagazan ? Oh, ça c'est salaud, ça. Évidemment, mais il faut choisir. Tu préfères ? Jonas Kaufmann. Ok. Et là, de manière totalement arbitraire, ça n'a pas de lien avec vous, même si vous l'avez cité tout à l'heure. Picasso ou le Caravage ? Picasso. Picasso ? Oui, Picasso. Alors, on va passer tout ça au filtre de l'intelligence artificielle et on a demandé à un logiciel de réunir toutes ces réponses en un seul tableau. On va regarder le résultat. Ah, c'est pas mal. Alors, le tableau de votre vie, ça donne ça.
On voit Paris, évidemment. On voit quelque chose... Une blouse de pharmacienne avec le petit badge. Je pense qu'il y en a... Il y a la fontaine d'Aix. Qui est représentée de l'autre côté. Et puis... Tout ça dans le style, allez, on va dire, à la Picasso. Oui, avec un mélange de Chirico. Oui. Un petit peu. Hein? Oui, alors Fabrice Rousseau d'accord. donne son assentiment, donc c'est que ça doit être, juste. Il y a un verre de vin aussi, Roselyne. Ah, il y a du pinard. Ah oui, d'accord, c'est bien. Il y a du pinard. Bon, donc le tableau est complet. Merci Roselyne Bachelot. Vous restez avec nous dans quelques instants. Nous allons recevoir le génial Jean-Michel Othoniel. Mais pour le moment, rendez-vous avec notre expert Alex Vizorek. Le musée Beaux-Arts de Bruxelles organise une exposition extraordinaire sur les œuvres du peintre Goya. Qui était Francisco de Goya? Vous n'avez pas les bases? Voici le Visor Expert. Et aujourd'hui, je vous emmène à Bruxelles pour l'exposition Luz y Sombra, Goya et le réalisme espagnol qui se déroule à Beaux-Arts, qui est le musée des Beaux-Arts, et pas le musée de l'orthographe, comme vous pouvez le constater. Francisco de Goya, grand peintre espagnol, né en 1746, on le voit ici sur un autoportrait qui nous permet de nous rendre compte que la mode des pantalons extra slim ne date pas des années 2000. Soyons honnêtes, Goya, c'est plutôt sombre. Il représente tour à tour la guerre, la peste, des sorcières qui mangent des enfants. Goya, c'est le Game of Thrones de la peinture. L'un de ses tableaux les plus connus, c'est Saturne dévorant son fils. Si vous allez voir l'exposition avec des enfants, prévoyez dans le budget une quinzaine d'années de thérapie par la suite. Mais il peignait aussi beaucoup de gens du peuple. Ici, tête dans un paysage, qui nous prouve qu'au XVIIIe siècle aussi, on faisait des selfies mal cadrés. Mais tout n'est pas sombre chez Goya. Regardez la magnifique duchesse d'Alba, dont on se dit que plutôt que de poser pour un peintre, elle aurait mieux fait d'emmener son petit chien chez le toiletteur. On se retrouve tous à Bruxelles, à Beaux-Arts, pour voir Goya. Ce matin, un petit chien va chez le toiletteur. Merci Alex Vizorek. Ça vous a fait rire et pourtant on rit rarement quand on parle de Goya, Roselyne Bachelot. Non, c'est Vizorek qui me fait rire. Et ça, je vous comprends. Il nous fait rire, nous aussi, absolument toutes les semaines. On va maintenant accueillir l'un des très grands noms de l'art contemporain. C'est un artiste cosmique, sculpteur, plasticien. Il expose en ce moment plus de 260 œuvres dans les rues et les musées d'Avignon. Jean-Michel Othoniel est avec nous dans la Grande Galerie. Et juste avant de le recevoir, Damien Cabrespine fait les présentations en 3 mots. Jean-Michel Othoniel, en 3 mots. Mot numéro 1, souffler. Jean-Michel Othoniel aime les métamorphoses, les mutations de matière, les briques et les perles, réfléchissantes, étincelantes. Les œuvres en verre prennent la lumière, la diffractent, la transforment, écrasent la couleur sur le sol. Au début de sa carrière, il s'intéresse au pouvoir du soufre et de la cire, puis il découvre les vertus du verre soufflé. Il y a un rapport très sensuel à la lumière à travers mes œuvres. Dans un musée à Tokyo, dans la maison du facteur cheval ou dans un jardin à Séoul, ses installations séduisent et fascinent le monde entier. Quelque chose de tellurique, quoi. Mot numéro 2, collier. Sous des allures chatoyantes, les colliers de perles de Jean-Michel Othoniel sont d'abord une célébration du vide et de l'absence. À chaque fois, le contexte influe sur les œuvres. Dans le jardin du musée d'art de la Nouvelle-Orléans, ils sont suspendus aux arbres, à l'endroit même où étaient pendus les esclaves qui essayaient de s'échapper des plantations. Et enfin, mot numéro 3, beauté. Ne dites surtout pas à Jean-Michel Othoniel que ses œuvres sont décoratives. Pour lui, elles sont avant tout une célébration de la beauté. Ce genre de beauté qui nous submerge. Pour Jean-Michel Othoniel, l'émerveillement doit susciter des questions et parfois même nous déstabiliser. Et Jean-Michel Othoniel est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonjour et bienvenue. On va vous donner un micro, Jean-Michel Othoniel. Le voilà, installez-vous à côté de Roselyne Bachelot. Merci de nous faire l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. Vous avez vu le portrait qu'a fait de vous Damien Cabrespine, soufflé, collier, beauté. Ça vous va ? Ça me va, mais c'est juste l'ouverture à un autre monde, peut-être qui est le mien, qui est plus riche en sens, en découverte et... Voilà, donc je pense que contemplation, par exemple, c'est important dans mon travail. C'est quoi votre monde, Jean-Michel Othoniel ?
Mon monde, c'est peut-être essayer de réenchanter notre monde. Voilà. Oui. C'est ça mon monde, c'est ce à quoi je m'attelle en fin de compte. Et c'est une très belle manière de définir votre art. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir avec nous Fabrice Bousteau, qui a vu d'ailleurs l'exposition d'Avignon, les 260 et quelques œuvres que vous y exposez. Bon, il faut imaginer quand même que les téléspectateurs se rendent compte que c'est peut-être l'exposition la plus importante qu'un artiste ait pu réaliser dans le monde, dans une ville entière, puisque c'est toute la ville qui est habitée par les sculptures, les peintures de Jean-Michel Othoniel, et à chaque fois avec un dialogue avec soit les œuvres d'un musée, soit avec un dialogue avec l'architecture de la ville. C'est absolument fabuleux parce que ça permet de redécouvrir la ville. Il y a par exemple un musée qui vient d'ouvrir, qui est incroyable, qui était qui est devenu un musée des bains publics, puisqu'on a fermé les bains publics à partir des années 80, parce que tout le monde a une salle de bain aujourd'hui chez soi, et on découvre ce musée avec des sculptures de Jean-Michel qui, en fait, permettent de rayonner. L'œuvre de Jean-Michel Othoniel, elle invite à la contemplation, elle invite au rêve, elle invite à une forme de sérénité, et j'irais dire, elle a une dimension presque un peu sacrée. Et c'est vrai que la notion de sacré et de spiritualité dans le travail de Jean-Michel est considérable. Et j'ajoute aussi que c'est un artiste qui travaille de manière incroyable. Alors on va en parler justement de votre travail et de la façon dont vous travaillez, Jean-Michel Othoniel, parce que vos œuvres, c'est vrai qu'elles sont souvent spectaculaires, elles ont une impression de fragilité, en même temps elles peuvent être monumentales, mais vous voulez faire rêver et faire rêver ceux qui voient vos œuvres ? Je pense que c'est un rôle de plus en plus important aujourd'hui en tant qu'artiste de ramener justement du rêve, de permettre aux gens de s'échapper. La métaphore du jardin est très présente dans mon travail, ce lieu où on va s'abstraire, comme on le voit ici au Petit Palais, où c'est vraiment un endroit où on est hors du monde pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir aborder ce monde qui malheureusement est de plus en plus difficile. Donc je pense que le rôle de l'art, c'est peut-être ça, c'est peut-être... ouvrir une fenêtre vers un nouvel espoir. Oui. Comment est-ce que vous produisez ces œuvres-là, Jean-Michel Othoniel ? Comment est-ce que vous travaillez, puisqu'il y a quelque chose d'extraordinaire que vous réussissez à faire, par exemple avec le verre, par exemple avec ces colliers, ces sphères dont on se dit qu'elles sont extrêmement fragiles et pourtant tellement émouvantes ? C'est un travail qui a pris du temps. Moi, j'ai commencé il y a plus de 30 ans, donc tout ça s'est construit tout doucement. Au début, je faisais des toutes petites choses qui faisaient 10 cm de diamètre, et puis petit à petit, j'ai rencontré le monde du verre grâce à un centre de recherche en France qui s'appelle le CIRVA à Marseille, et grâce à ce lieu, je suis tombé dans le verre et j'ai suivi toutes les étapes que ce matériau apporte, c'est-à-dire passer peut-être de quelque chose de plus sensuel à quelque chose de plus poétique et notamment par exemple la station de métro. Oui, la plus belle station de métro, la plus belle bouche de métro de Paris, en l'occurrence on vous la doit, c'est la station Palais Royal, et il y a donc ce kiosque des Noctambules que vous avez créé et qu'on voit à l'écran. Quelle est la différence entre un geste de décoration de l'espace public et amener de la beauté pour un lieu qui est ouvert absolument à tous, puisque c'est par définition le métro? Cette notion de beauté, elle est liée à la spiritualité, elle est liée aussi à la liberté, elle est liée à créer, par exemple la station de métro, c'était créer un espace de liberté dans la ville. Je me suis rendu compte que le soir, si on voulait être un peu libre, il fallait avoir de l'argent parce que les parcs publics étaient fermés, parce que les quais, on n'y allait plus, et que justement créer un endroit comme ça où les noctambules allaient pouvoir se retrouver. Il y a un petit banc, on est dans un Castelet, on se fait prendre en photo aujourd'hui. Quand je l'ai fait, la photo n'existait, la photo existait, mais oui. pas le téléphone portable qui prenait des photos. Vous n'avez pas envie d'en faire d'autres? On aimerait en avoir d'autres à Paris. Je crois que c'est bien la frustration en art. C'est vrai, Roselyne Bachelot? Moi, je suis une fan d'Othoniel. Je dois dire que j'avais vraiment, dans l'exposition au Palais Royal, où j'étais venu à votre rencontre, ça avait été là aussi encore un choc amoureux. Un choc amoureux? Ah oui, parce qu'il y a un mot que vous n'avez prononcé ni l'un ni l'autre, c'est le mot de lumière. Et c'est le premier mot auquel je pense quand je pense aux œuvres de Jean-Michel Othoniel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu qu'il ait la Légion d'honneur. Eh bien, écoutez,
Je vous en remercie. Mais non, faut pas me remercier, surtout pas. Ça a l'air de dire que vous m'êtes redevable alors que c'est moi qui vous êtes redevable. C'est tout à fait différent. Mais c'est vrai qu'il occupe une place complètement à part, en tout cas dans l'art contemporain, comme artiste, comme sculpteur, comme plasticien. Force tellurique universelle. Charlie, vous vous connaissez avec Jean-Michel ? Mais oui, alors on a partagé la scène ensemble, un peu indirectement. C'était à la scène musicale. Oui. Et c'était un spectacle orchestré par Marie-Agnès Gillot, qui fait partie des Enfoirés. Avec une petite partie des Enfoirés, on a joué. Et j'ai eu la chance de jouer sur un grand piano à queue sous une installation de Jean-Michel. Alors pour le coup, ce n'était pas des boules de verre, c'était une espèce, je sais pas comment dire, une espèce d'amphithéâtre en tissu avec des jeux de lumière. Et la danseuse apparaissait en transparence comme ça. C'était génial. J'ai juste un tout petit souvenir parce que ce soir-là, du coup, grâce à Jean-Michel et grâce à Marie-Agnès, j'avais fait Boomerang avec Dany 3 ans avant sa disparition. Merci Charlie. Jean-Michel Otoniel. C'est un souvenir... C'est un souvenir effectivement très émouvant. Moi, j'aime que les arts se rencontrent. Et c'est vrai que Marie-Agnès Gillot est une danseuse exceptionnelle, une grande danseuse de l'Opéra de Paris, et qui a cette curiosité, elle, d'aller voir ailleurs. Et donc j'aime ça. Et cet été, nous avons rejoué ça avec Hugo Marchand et Caroline Carlson et Caroline Osmond. Immense danseur. Immense danseur. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est surtout quelqu'un de très très concentré, de très travailleur. Enfin, je pense que tous les danseurs de l'opéra sont comme ça, mais moi je l'ai découvert grâce à ce projet et il s'est donné entièrement dans ce dialogue avec mes œuvres qu'avait construit Caroline Carlson. Et on a fait ce spectacle sur la musique de Philippe Glass et c'était vraiment un moment incroyable. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un artiste qui provoque de la joie ? Est-ce que l'art a aussi pour vocation de provoquer quelque chose comme de la joie et pas simplement l'émotion, la tristesse, la contemplation, comme vous le disiez tout à l'heure ? L'art peut rendre heureux ? Alors, l'art, c'est vaste, donc je pense que c'est pour ça que votre émission a une longue vie, je pense, parce que c'est tellement différent selon les artistes. Mais oui, moi, je recherche ce moment de lumière, comme on disait, plutôt ce passage que j'ai vécu de l'ombre à la lumière. Oui. Et arriver à amener les gens à la lumière, c'est quelque chose que je cherche. Après, ce qui est intéressant, je pense, dans le projet aujourd'hui d'Avignon, c'est que je crois que je suis en pleine maturité dans mon travail, en pleine plénitude. Et donc, j'ai pu faire ce tour de force des 10 lieux, de la place monumentale du Palais, pouvoir mettre une œuvre devant le Palais des Papes, c'était extraordinaire. Et puis, voilà, je vois défiler les images. C'est vrai que ça a été 2 ans de ma vie non-stop. Et puis, je n'ai pas fait ça seul. J'ai fait ça avec une équipe. On est 20 personnes dans mon studio. On a tous travaillé comme des fous. Alors, Cosmos ou les fantômes de l'amour, c'est le titre de l'exposition de Jean-Michel Otoniel à Avignon, Nathalie. Exactement, exposition magistrale. Et ce thème du cosmos vous accompagne depuis très longtemps dans votre démarche. On la retrouve déjà dans les années 80. On la retrouve aussi à Montréal, au Centre Phi, car évidemment, nous aimons Jean-Michel au Québec. Et je me demandais pourquoi cette appétence, cette attraction de l'univers. Qu'est-ce qui vous interpelle dans le grand cosmos? Je pense que c'est quelque chose qui a interpellé beaucoup d'artistes avant moi. Et vous faites référence au Centre Phi où j'ai fait justement une œuvre liée au nombre phi. Et donc cette idée du nombre d'or, de l'infini, est présente j'irais même dans les détails de mes œuvres. Et c'est ce que je recherche. Mais je crois que le cosmos, c'est cette idée de la contemplation qu'on a tous, qui nous est offerte à la naissance, cette contemplation de la nature. Et du ciel. Et du ciel. L'infini, il y a quelque chose d'infini aussi. D'infini et de choses qui nous dépassent. Et donc je pense qu'aujourd'hui, parler de ça, c'est aussi peut-être nous remettre, nous terriens, dans une unité et une position un peu d'humilité aussi. Vous avez déjà pleuré l'un et l'autre devant une œuvre ? Plusieurs fois. Plusieurs fois ? Plusieurs fois. Mais moi, je suis une lacrymale. Alors, je pleure à l'opéra, je pleure devant un tableau, je pleure au théâtre. Donc, je suis pas c'est pas le bon maître étalon. Et vous, Jean-Michel Otoniel ?
Moi, j'ai un souvenir très très ému où j'ai vraiment pleuré, l'exposition Rothko, et c'était vraiment un moment voilà, où on est dépassé. On part dans un autre monde, on est ailleurs, et du coup, oui, on a cette idée de saut dans le vide qui fait que... Et c'est ce que j'aime dans les œuvres d'art, c'est qu'elles vous bouleversent, elles vous submergent, et je pense qu'elles sont une sorte de chose vibrante comme ça. C'est magnifique comme vous en parlez. Et donc pleurer devant un Rothko, c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience en allant au musée. Si je vous demande, allez, question qui est forcément vulgaire, mais dans argent, il y a art. Combien coûte une œuvre de Jean-Michel Othoniel aujourd'hui sur le marché ? Alors, c'est bien que vous me posiez cette question parce qu'il y a une exposition à la Galerie Perrotin qui commence dans quelques jours. Votre galerie, donc je celui vous qui invite vous à y représente. aller et à lui demander les prix. Pas mal. C'est pas mal répondu. C'est pas mal répondu, mais c'est réservé aux happy few. Et c'est vrai que vous êtes l'un des très très grands noms de l'art contemporain. Mais j'ai l'impression aujourd'hui. que ce ne sera pas dans vos prix. Hein. Non. Probablement pas. Dans les vôtres, peut-être non plus. Bon, merci en tout On cas. achète juste une perle, peut-être que c'est faisable, juste une seule perle, pas forcément toute l'œuvre entière, mais parce que ça rentre pas déjà forcément dans son jardin, mais une perle. Ça peut être une solution. Je crois qu'il faut aussi se dire que les artistes font aussi des choses qui sont abordables par tous. Bien sûr. Bien sûr. Faire une œuvre en espace public. Elle est gratuite, elle est offerte à tous. Et aussi, moi, je fais des petites aquarelles qui sont reproduites en lithographie et qui sont tout à fait abordables. Merci en tout cas, Jean-Michel Othoniel. Vous restez avec nous. On va parler avec Margot. On va parler de l'événement du jour. Depuis ce matin, la Fondation Cartier pour l'art contemporain a ouvert ses portes en plein cœur de Paris, dans l'endroit le plus impressionnant, face au Louvre, à la Comédie Française, au Musée des Arts Décoratifs. Oui, c'est un nouveau voisin pour le kiosque de Jean-Michel Othoniel. La Fondation Cartier donc, traverse la Seine pour ses 40 ans. Elle était déjà dans le 14e arrondissement à Paris, un bâtiment extraordinaire qu'avait signé Jean Nouvel. C'est à nouveau lui qui signe ce nouvel espace hors norme. Oui. Voilà, on parle d'un chantier. 8500 mètres carrés, c'est absolument colossal. Oui, c'est colossal, un endroit très grand et surtout c'est une prouesse architecturale parce qu'il a imaginé des plateformes mobiles à l'intérieur qui permettent de moduler l'espace et de moduler les volumes. Ça peut donner jusqu'à 11 mètres de hauteur sous plafond. Donc c'est un bâtiment vraiment extraordinaire. Le toit est en verre, il y a des arbres plantés en suspension, enfin, c'est sublime. Et on parle d'un chantier à 240 millions, même si je crois que ce chiffre n'est pas confirmé. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir ? On va pouvoir y découvrir la collection permanente de la Fondation. Plus de 600 œuvres de 100 artistes du monde entier. Beaucoup d'artistes qu'on a déjà pu découvrir dans leur précédent espace du 14e. Claudia Andujar, Chéri Samba, Annette Messager ou James Turrell, pour ne citer que. Pour moi, la Fondation Cartier, ce qui fait la patte de cette fondation, c'est vraiment la programmation. Elle a toujours été très exigeante et originale. Ils ont toujours exposé de jeunes artistes. D'ailleurs, Jean-Michel, je crois que vous y étiez même dans les années 2000, hein, vous étiez un des premiers. Moi, à titre personnel, c'est vraiment là-bas que j'ai rencontré l'art contemporain. Hein, je le dis, adolescente, j'étais fascinée par les statues de l'artiste Ron Mueck. Donc voilà, pour moi, c'est un endroit extraordinaire. Et on sait qui se cache derrière cette collection absolument extraordinaire de la Fondation Cartier ? Oui, alors c'est une vision d'avant-garde qui est vraiment le reflet de son créateur, Alain-Dominique Perrin. Alain-Dominique Perrin, c'est le patron historique de Cartier. C'est lui qui a imaginé cette fondation d'entreprise dédiée à l'art. 20 ans avant tout le monde, hein. Personne ne faisait ça à l'époque, avant la fondation Louis Vuitton, avant la fondation Prada. C'était un visionnaire et un iconoclaste. Aujourd'hui, il a nommé Chris Dercon à la tête de ce nouvel espace, qui est lui aussi assez disruptif. Et pour ceux qui ne le connaissent pas ? Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, Chris Dercon, c'est un historien de l'art belge. C'est une superstar qui a dirigé la Tate Moderne à Londres ou la Réunion des musées nationaux à Paris. Et on lui doit d'ailleurs... que connaît bien Roselyne Bachelot. Ouais. On lui doit aussi l'arrivée donc, de la foire d'Art Basel dans la capitale, hein, qui a lieu cette semaine. Voilà, donc une personnalité qui fait des étincelles partout où il passe, hein, beaucoup d'audace et de nouveauté. La Fondation Cartier version 2025, c'est ça, c'est un espace hors du commun et puis une collection exceptionnelle. Donc voilà, c'est beau, ça claque, courez-y.
Alors la Fondation Cartier, c'est sans doute l'une des plus belles collections d'art contemporain en France et peut-être dans le monde. Mais comment débuter une collection? Comment devenir collectionneur? Pour en parler, nous allons accueillir dans la Grande Galerie francophone une spécialiste, ce qu'on appelle en bon français une art advisor. Elle sillonne le monde et elle murmure à l'oreille des collectionneurs. Arabelle Rey est avec nous. Bienvenue Arabelle Rey. On va parler justement de cette forme d'art qu'est une collection, mais pour juste camper les choses et partir du début. Qu'est-ce que c'est une collection? Quand on fait une collection, on trouve un fil rouge qui vous correspond. Si vous êtes un particulier, c'est un thème qui vous touche, c'est un type d'art qui vous touche. Si vous êtes une institution, il y a forcément une thématique aussi, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'art minimal, si on est la DIA Fondation aux États-Unis, qui est la plus grande fondation d'art minimal, dont on verra d'ailleurs une partie chez Monsieur Pinault dans pas longtemps. Oui. Si c'est une collection institutionnelle, d'entreprise, ça doit refléter l'ADN de votre société, ça doit refléter les valeurs que vous voulez véhiculer aussi bien pour les salariés, et ça va un petit peu du RSE aussi, c'est-à-dire c'est du bien-être également, mais ça doit aussi donner une fierté à ceux qui travaillent là. Et si jamais vous êtes des clients de cette société, quand vous arrivez sur le siège, eh bien ça vous parle immédiatement de la mission de la société. Donc ça, c'est ça une collection. Et c'est ça une collection. Être collectionneur, c'est un luxe? Alors ça pareil, faux. 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 Ça, il y a un vieux mythe persistant qu'il faut être milliardaire pour être collectionneur. Faux. Faux. Faux, complètement Même si faux. beaucoup de collectionneurs sont milliardaires. Alors c'est parce que dans la presse on voit passer, la Marilyn bleue de Warhol à 195 millions, on se dit, ah, bon. Après on voit passer l'Empire des Lumières de Magritte à 121 millions. Donc ce sont ces chiffres qui font aussi les choux gras de la presse, hein, faut pas se leurrer. C'est pas l'achat à 5000 € qui fait la première page des magazines. Mais qui font qu'on peut se sentir exclu aussi. C'est vrai que justement, par exemple, c'est tout le problème. Les collectionneurs d'aujourd'hui sont des gens qui sont extraordinairement fortunés. Mais oui. Mais c'est tout le problème, c'est-à-dire ça fait un peu peur quand on voit ces chiffres-là, mais en fait, tous ces artistes-là, d'abord, ils ont commencé avec pas un sou. Picasso, il cramait ses tableaux dans son poêle parce qu'il avait froid en 1901. Modigliani, il est mort misérable, il n'avait pas un sou. Basquiat, il vendait des petits croquis à quelques dizaines de dollars. Donc, il faut les prendre très tôt. Il ne faut pas les prendre à ce niveau-là quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut. On peut. Et on doit. Si on veut devenir collectionneur, on bien peut sûr. commencer, même si on a un petit budget. Il y a des choses à faire. Ça prend un petit peu de temps. Si on commence tout seul, il faut voir beaucoup de choses. Il faut aller voir les diplômes des Beaux-Arts, par exemple, en fin d'année. Là, vous voyez des jeunes artistes qui n'ont pas encore de galerie. C'est le moment. Il faut aller voir le salon de Montrouge, qui est un salon qui montre aussi des jeunes artistes fantastiques, qui après, généralement, font des carrières assez fulgurantes. Il faut aller voir les foires. Et vous êtes art advisor, c'est-à-dire que vous êtes conseillère. Quand je disais tout à l'heure que vous murmuriez à l'oreille des collectionneurs, si je veux devenir collectionneur, par exemple... Je peux parler fort aussi, ils m'entendent quand même si jamais le conseil est bon. Mais il faut pas que du murmure. Avoir un budget de combien, par exemple, pour commencer, justement, faire ce parcours, cette démarche que vous venez de décrire? Alors, si vous voulez y aller tout seul... Avec 100 € par exemple? Mais alors, 100... 500. Si vous allez dans les foires, par exemple, vous avez la foire d'art africain qui s'appelle 1,54. Ça veut dire un continent, 54 pays. Et dans cette foire, par exemple, vous pouvez acheter des œuvres à partir de 250 pounds. Voilà, on peut en faire aussi autre chose de cet argent-là. Mais si vous voulez collectionner, c'est pas un gros montant. Qui sont les personnes que vous avez conseillées, dont vous pourriez nous parler ce soir? Alors, la qualité première d'un conseiller, cher Alice, c'est sa discrétion. La discrétion. Je vais pas vous dire. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que le conseiller, donc, il accompagne des collectionneurs, des institutions ou des entreprises dans la sélection d'œuvres, mais une fois que c'est acquis et que c'est chez eux, je parle pour un collectionneur privé, et que le collectionneur a une très belle collection, il ne va pas dire nécessairement c'est Arabelle qui me l'a conseillé, il va prendre tout le crédit. Donc si moi derrière je vais dire c'est moi qui ai conseillé ce type-là et ce qu'il y a chez lui c'est fantastique, mais c'est moi qui l'ai fait, ça ne marche pas. Mais vous avez contribué à faire acheter une œuvre par exemple par votre propre goût, parce que vous estimiez que c'était quelque chose qui allait prendre de la valeur. Quels sont vos critères? Alors, mes critères, ils sont de bien écouter mon client. Je vais vous donner une petite démonstration, par exemple. Si vous me dites, je vais acheter un Picasso,
Je veux dire, ok, génial, mais Picasso, il a peint plus de 15 000 peintures, il a fait aussi de la sculpture, de la litho, des éditions, de la sculpture, etc. Vous voulez quoi de Picasso? Ah ben, je voudrais bien une peinture. Ok, peinture. Donc peinture, vous voulez quoi? La période bleue, la période rose, la période cubiste, la période de Marie-Thérèse, Dora Maar. Bon, vous voulez laquelle? Ah ben, je voudrais la période bleue. Période bleue, d'abord, est-ce que vous avez plus de 100 millions de dollars? Ah oui. Cette période bleue, c'est la plus chère, c'est la plus rare, c'est la plus courte. Donc celle-là, elle est très très chère. Alors, le talent d'un art advisor aussi, c'est de savoir, si jamais c'est votre demande, où trouver l'œuvre. C'est ça aussi. Bon, ça fait partie effectivement d'un réseau qu'on se fait sur les années. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé l'œuvre, d'abord, est-ce que vous aviez plus de 100 millions de dollars? Vous allez me dire non. J'ai dit, oubliez la période bleue, ça ne va pas être pour vous. En revanche, ce qu'on peut faire, on vous le confirme, je pense. C'est quoi votre budget? Vous allez me dire, c'est 50 000 euros. J'ai dit, 50 000 euros, on va acheter une petite céramique, ça va être très bien aussi. On va acheter une belle céramique, un beau plat, mais on ne peut pas aller dans la période bleue. Donc c'est une orientation qui va dépendre du budget, du goût et de l'adaptation des deux. Roselyne, vous êtes collectionneuse? Non. Non. Non, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Vous voulez être tranquille. Vous ne voulez pas avoir une visite du fisc je l'ai jamais fait. Ou que des voleurs viennent visiter votre appartement. Des choses chez moi qu'on m'a offert ou que j'ai hérité de mes parents. Et voilà. Et est-ce que c'est vrai que les collectionneurs ou les collectionneuses ont du mal à se séparer de la première œuvre qu'ils achètent? On avait Gad Elmaleh qui était là il y a quelques semaines et en fait il disait je pourrais jamais m'en séparer alors que c'était un dessin à 30 €. Mais je comprends. D'abord, il y a un côté sentimental de l'œuvre d'art. C'est ce que dit François Pinault aussi. Je pense qu'il a acheté un Odilon Redon en première œuvre d'art et il ne l'a jamais revendu. Un mot, Fabrice? Oui, il y a trois choses qui marquent. Moi, il y a d'une part ce que j'appellerais les faux collectionneurs, c'est-à-dire des gens qui sont devenus riches et qui achètent les artistes à la mode parce que c'est bien d'avoir un Jeff Koons chez soi, c'est bien d'avoir... mais en fait, où il n'y a pas de goût, il n'y a pas de recherche. Puis après, il y a les collectionneurs qui vont tout étudier, tout analyser, qui sont d'une passion incroyable. Et quand on parle de collectionner avec peu d'argent, dites-vous qu'il y a eu des grandes collections, par exemple, qui ont été faites sur les surréalistes, sur Dada, quand personne ne voulait acheter et que ça ne coûtait rien, comme tu le rappelais. C'est-à-dire qu'on peut acheter ce qui deviendra un chef-d'œuvre avec très peu d'argent et avec beaucoup d'œil et de travail. Faire une collection, c'est aussi être obsessionnel et travailler beaucoup. Les grands collectionneurs comme François Pinault, ils ont découvert des artistes avant tout le monde, qu'ils ont acheté peu cher et qu'ils ont soutenu. Ce sera donc la conclusion. Merci Arabelle, vous restez avec nous. On va ralentir maintenant un peu le rythme. Direction la Galerie Templon à Paris qui expose les dernières créations d'un artiste belge absolument extraordinaire, Hans Op de Beek. C'est fascinant. Et les œuvres de Hans Op de Beek sont à découvrir jusqu'au 31 octobre à la Galerie Templon à Paris. Fabrice, une réaction? Oui, alors en l'occurrence, c'est vraiment un artiste qui est fascinant. J'allais dire qu'on a l'impression, quand on va avoir une exposition de Hans Op de Beek, qu'on est dans une exposition de fantômes. C'est vraiment troublant en fait. C'est un peu comme si soudainement on avait vu un film en couleur qui devienne progressivement en gris, bizarrement, qui est en train de s'évaporer. C'est fantomatique. Et ben voilà, une très très bonne raison d'y aller. Merci à tous. Jean-Michel Otoniel, je rappelle qu'on peut découvrir votre exposition Cosmos ou les fantômes de l'amour jusqu'au 4 janvier en Avignon, quand même pour prononcer les choses correctement, et Fabrice Bousteau nous y invite chaleureusement, et vos briques de verre sont également visibles jusqu'au 20 décembre à la Galerie Perrotin à Paris.
Et on va terminer en musique. Merci Arabelle infiniment d'avoir été notre invitée. Et merci à vous, Roselyne. On vous a demandé vos chansons préférées. Et Charlie s'est donc occupé de composer votre discothèque idéale. Et on va donc se quitter sur ces notes avec toute la bande. On vous dit à la semaine prochaine. C'est cadeau Roselyne Bachelot. Et c'est à toi, Charlie. Et maintenant, c'est la spéciale dédicace. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. You see, we are born to be alive. To be alive.